Salut à tous. Sauvons le soldat Benoît. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'on en est là? Oh, bah c'est assez simple. Histoire très très simple d'un vieil ami qui nous passe un petit coup de fil. Ouais, tout va super bien, bien sûr, ouais. J'en peux plus, je sais pas quoi faire chez Sunweb. Personne va me permettre de gagner tout ce que je dois gagner. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui doit grimper ou est-ce que je dois plutôt aller chercher des classiques? Je sais plus. En plus, il y a la World DB qui m'a saccagé. J'ai plus rien, je vaux plus rien, même sur PCM. Donc voilà, j'ai le moral dans les chaussettes, mon gars. Viens me chercher. Oh bah écoutez, c'est une invitation que je ne peux pas refuser. Bien sûr, World DB donc 2020. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai déjà qu'ils ont complètement saccagé Benoît? Ce serait pas leur genre de saccager des coureurs et d'être dans la vérité de l'instant. Ce serait pas du tout leur genre. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec Tish Benoît? Ah ouais, d'accord. 74 en montagne, oui, bien sûr. Bravo les gars. Aucune résistance, quasiment, peu d'endurance par rapport à... Ouais, d'accord. Donc on s'est foutu de la gueule de Benoît, manifestement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe chez Sunweb? Est-ce que Sunweb a des objectifs élevés ou est-ce que c'est relativement modeste? Ça va, ça n'a pas l'air ingérable. Bon, allez, je relève le défi, mais qu'on vienne pas m'enquiquiner. Hein. On va regarder ça, mais je pense pas chercher à jouer vraiment comme d'habitude. Je pense que je vais plus me concentrer sur Benoît. Hein, ça va être plus fantaisiste comme manière de gérer le mode carrière. Bon, les objectifs de Benoît sont par défaut bien ajustés. Ceux de Michael Matthews sont adaptés par moi, hein, parce qu'au final, ça n'allait pas tellement par rapport à ce que je pense pour cette saison. Chessball, ouais. Écoutez, Chessball, je pense qu'il ira un petit peu jouer les utilités à droite à gauche. Sam Omen, on l'a déjà utilisé par ailleurs, hein, on s'en débarrassera assez rapidement pour qu'il puisse plutôt briller sous les couleurs de Corandon. Pour ce qui est de Krag Andersen, pareil, mais sous les couleurs d'Astana. Donc voilà, deux coureurs qui nous quitteront assez rapidement. Ensuite, les équipiers sur la période de janvier à avril sont répartis. On vise uniquement les classiques. Je suis sur une première saison là qui est très très restrictive. C'est une mission sauvetage. Ce n'est pas une volonté de développement à outrance d'une équipe, même si il y a quand même quelques petits coureurs plus qu'intéressants. Et ça, je pense que ça fait quand même aussi partie des raisons pour lesquelles cette vidéo existe. Ensuite, la question du matériel, quand on passe au 2 janvier, les petits choix à faire. Je vais choisir des vieux modèles qu'on va essayer de refondre. Voilà, ensuite il y a toujours la question du staff, puisque chaque coureur ne dispose pas d'un préparateur à ce stade-là. On va donc recruter ce qu'il faut pour que chacun ait chaussures à son pied. Voilà, puisqu'il y a la question toujours du style moderne, traditionnel, à la pointe, qu'il va falloir répartir. Pas de problème, de toute façon, il faudra faire plein d'ajustements sur ça dans la période, on va dire, qui va jusqu'au mois de mars, puisque il y a des mecs qui sont mécontents du style, etc., etc. Après, toujours, l'entraînement, là, c'est nettement plus important. Nettement plus important d'adapter l'entraînement. Beaucoup de baroudeurs, classique du Nord, course par étapes, suivant les cas. Ensuite, on s'occupe de la courbe de prépa de Tish Benoît. En même temps, on lui affine son calendrier classique, Tour de France et les échéances de toute fin d'année. Voilà ce qu'on vise. Je dirais c'est déjà énorme, ouais, sauf que sur le Tour de France, ce qu'on vise, c'est pas la victoire. Oui, voilà, je sais, ça surprend. Non, ce qu'on vise, c'est ce que le sponsor a demandé. C'est une victoire d'étape. Je pense qu'on est quand même peut-être en capacité d'aller chercher un petit peu plus, mais avec ces notes complètement dégoûtantes, qui sait, on n'est peut-être pas capable d'aller chercher beaucoup plus que ça. Ajustement du calendrier en fonction de ce que je souhaite. Ok, on continue, on ajoute
Les Strade Bianche, ça continue, il va falloir étendre tout cela maintenant aux équipiers, en appliquant aussi de vieux principes, voilà. Je réutilise ici des calculs que j'avais fait avec Astana, puisque objectif Tour des Flandres pour quelqu'un qui aimerait garder son pic jusqu'à Liège, c'est encore une situation que je vous ai déjà détaillée il y a quelques temps dans l'épisode 15 d'Astana. Ensuite, il s'agit voilà, de peaufiner encore les tout derniers détails. Voilà, après on clique-glisse, et comme ça, ça permet d'étendre tout cela à tous ceux qui auront les mêmes objectifs que Benoît. Hein, tous ceux qui auront les mêmes objectifs, donc l'équipe de... Allez, si on veut dire, sur la première partie de saison, l'équipe de Classic Man, entre guillemets, même si je ne mets pas tout à fait les mêmes sur Amstel, enfin surtout sur Flèche et Liège, je mets pas toujours, ni même rarement, les mêmes que ce que je mets sur Flandrienne évidemment et sur Amstel. Sur Amstel est encore une course relativement hybride. Elle permet à des profils, je dirais, particuliers et parfois flandriens de s'exprimer toutefois, hein, Flandrien Puncher. C'est vrai que cette partie, pourquoi est-ce qu'elle existe? On va se demander si elle doublonne pas avec certains trucs, etc. Bah non, j'ai vraiment, vous allez voir pas mal de choses en fait qui vont être assez intéressantes, je crois, à développer de manière un peu plus fantaisiste qu'avec Astana ou alors avec Corandon et Mathieu Van Der Poel. Il y a comme ça des choses à tester et voilà, je développerai un tout petit peu après certaines idées. Là, on a par exemple un petit contretemps de notre préparation, mais on s'en fiche. Ça n'est pas au moment où Benoît prépare le Tour des Flandres, puisque c'est avant le 11 février. Et on sait qu'en fait, il y a toujours 8 semaines seulement de préparation qui comptent pour élaborer un pic. Donc, aucun impact. Le retour de blessure sera largement réglé. On se demande un petit peu. On est sur Omloop, première course que je dispute de la saison. Toujours le petit clin d'œil aux classiques qui suivront, je dirais, 3-4 semaines plus tard. Donc c'est toujours intéressant de prendre une première température. Sur le mur, le mur de Grammont, on a comme ça Philippe Gilbert, tiens, qui se mêle un petit peu aux affaires sérieuses. Donc Benoît prend évidemment la roue de Gilbert pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit quelque chose à faire à deux. Et non, il n'y a pas quelque chose à faire à deux, puisque Michael Matthews et Craig Anderson ont suivi, ce qui calme un petit peu les velléités de Philippe Gilbert. Et d'ailleurs, il y a tout un groupe. Ici, on aperçoit des Education First, notamment avec Alberto Bettiol, Seb Van Mark, qui sont bel et bien présents. Voilà, donc là-dessus, petite attaque de backer et tentative de contre-attaque. Là, je tente un coup, en fait. Je me dis, tiens, ce serait marrant que ces deux-là roulent, que derrière, ça ne roule pas. En fait, s'il y avait eu un Education First avec eux, je pense que ça aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin. Mais il y a trop de présence encore dans le groupe de prétendants. Il y a trop de présence encore pour que ce truc-là puisse fonctionner. La différence après le mur de Grammont, puis le Bosberg n'avait pas été assez importante, ce qui fait qu'en fait on est à 5 km de l'arrivée. Et on va avoir comme ça une course. Allez, c'est un final qu'on connaît bien, hein. Final où ça attaque par-ci, ça attaque par-là. Est-ce que telle équipe va rouler pour ramener son leader ou pas, etc., etc. Je prends la roue de Gilbert jusqu'au moment où peut-être quelque chose va devoir se faire. On va regarder tout ça. Regardez, approche de la flamme rouge. Il y a beaucoup de barres pour Tish Benoît qui se retrouve dans une situation, qu'on connaît, hein, on connaît sur classique, où il y a un départ comme ça très agressif et l'attaque n'est pas contestée. En tout cas, elle est contestée, mais elle est imparable pour l'IA aussi proche de l'arrivée. Donc, victoire sur Omloop de Tish Benoît. Ça nous offrira un petit peu de tranquillité, ça,
par rapport aux sponsors qui voulaient un top 5. Voilà, tout va bien. Alors, avant d'aller sur les Strade Bianche, deux petits axes de réflexion. Milan-San Remo, on en parlera juste après. Pour moi, il y a vraiment un problème. Et sinon, qu'est-ce qui se passe si on est un petit peu, différent dans le gameplay sur une classique comme celle, passionnante, très belle, que beaucoup d'entre nous adorent, comme les Strade Bianche. Alors en fait, qu'est-ce que j'entends par tactique différente? C'est-à-dire que je dispose de quelqu'un là qui est très intéressant, c'est Marc Hirschi. Marc Hirschi, dont on a pu voir que, alors qu'il semblait plutôt promis, voir ma partie précédente où j'avais Marc Hirschi, c'est l'Auto Soudal sur PCM 2018, Marc Hirschi, il semblait promis plutôt à un avenir de puncher relativement polyvalent, dans le sens où il pouvait peut-être aussi grimper et jouer un rôle en fait, auquel on s'attendait pas trop et qu'on a découvert en 2019, qui est le rôle du coureur de classique, au final, qui a possibilité de s'échapper très longtemps sur Tour des Flandres, souvenez-vous, et de faire partie des vestiges de l'échappée. Alors, il y a une chute de Benoît là, on va essayer de le ramener sans trop paniquer. Voilà, en plus il y a Nico Dens qui est resté avec. Mais comme ça aussi, c'est l'occasion de le dire, des petits équipiers super sympas. Hein. Sutterlin, Dens, même l'allemand Arndt. Voilà, c'est l'occasion d'avoir des noms que je prononce pas souvent dans mes parties, puisque au final, jamais joué avec. Des équipiers tout à fait sympas. Il y en a beaucoup d'autres au sein de la Sunweb qui sont plutôt intéressants, hein, et qui méritent qu'on joue avec un jour ou l'autre. Donc équipe très très sympathique, en fait très très sympathique s'il en est. Vous voyez, je n'arrête pas avec Marc Hirschi de tenter de m'échapper. J'ai bien compris, j'ai compris depuis très très longtemps que l'IA ne voulait pas. Mais en fait, il y a un vrai intérêt à faire ça. Quand vous avez surtout un coureur pour le faire qui a des possibilités de lancer comme ça pas mal d'attaques. Je crois qu'en tout sur ces Strade Bianche, j'aurais attaqué presque une dizaine de fois avec Marc Hirschi, qui a une capacité de régénération en fait de barre qui fait que on peut quand même continuer à exciter tout le monde. Et oui, exciter tout le monde, c'est bien ça, j'ai lâché le truc. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec l'IA qui va ne pas vouloir, quitte à épuiser ses équipiers, elle ne va jamais accepter l'idée que Hirschi puisse s'échapper. Ce qui fait que on va réduire comme ça le groupe, je dirais principal, le groupe qui comporte les leaders, les gens qui prétendent à la victoire finale. On a des Astana parmi ça, on a aussi des Ineos, parce que chez Ineos, on joue la carte, c'est bon, vous êtes assis. Oui, non, c'est pas Owen Dore qui, par contre, a une santé incroyable malgré des notes un peu bizarroïdes. Owen Dore n'est absolument pas celui pour lequel Ineos roule, on s'en doute bien. C'est Carapace pour lequel on roule sur les Strade Bianche. Je suis un peu surpris, je vous l'avoue, du côté, dans le même registre d'ailleurs, hein, dans le même registre, du côté de chez Astana, on roule pour Miguel Angel Lopez. Même pas pour Issaguirre, donc je suis assez... bon, ok, pourquoi pas. À la limite, c'est pas ça ma réflexion principale. On aperçoit Michael Valgren aussi, côté de NTT, qui a changé de maillot. On a aussi de nouveaux maillots dans cette partie, puisque c'est la WorldDB toute récente, qui se met à jour assez souvent. Avec gros travail des gens. Hein. Quand j'ironise un petit peu sur les notes, j'oublie toujours de dire à quel point c'est super sympa qu'il y ait des gens de la communauté qui permettent à nous les joueurs, sans rien faire, de juste télécharger quelque chose et pouvoir avoir de la nouveauté dans le jeu alors qu'on n'a pas changé de version. Donc merci, un grand merci à eux pour toutes les mises à jour qui peuvent être celles de la WorldDB 20. Donc j'en viens à l'essentiel, on a fatalement fatigué beaucoup de gens. On peut se faire piéger, mais là ça va, c'était une cassure vraiment, ce type de cassure qui fait pas très mal. En durcissant, parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer, c'est ça. Quand on insiste beaucoup avec un coureur, on va
fatalement, on va durcir la course considérablement. Elle devient vraiment dure au point que tous les équipiers qui ont roulé pour revenir sur votre type qui s'est échappé pas mal de fois sans succès, tous ces types-là vont être cramés bien avant, et du coup, ce sont d'autres qui vont se fatiguer alors que sinon ils auraient été présents dans le final. Bref, vous voyez le raisonnement, on arrive en fait à écrémer un peu plus rapidement, ce qui fait qu'on se retrouve avec un groupe là de favoris, si j'ose dire. On voit notamment là Simon Yates et Miguel Angel Lopez qui tentent de partir, qui sont partis d'ailleurs, et dans un secteur un peu difficile, le Tolf là, qui permet comme ça de faire des différences. De toute façon, les 60 derniers boards là des Strade Bianche, ils sont hyper vallonnés. Pourquoi est-ce que je dis les 60 derniers? En fait, c'est hyper vallonné tout court, mais pas mal de choses qui peuvent faire mal aux uns aux autres. Et puis évidemment, après un énorme travail magnifique de Craig Anderson, qui est vraiment sympathique malgré les notes un peu moisies. Il est vraiment super sympa. Il y a cette contre-attaque comme ça de Tish Benoît, suivie par Miguel Angel Lopez, mais les autres ont lâché la roue. Et d'ailleurs, Miguel Angel Lopez, il va lui aussi lâcher la roue de Benoît. Et c'est donc un scénario plutôt super sympa pour cette toute fin de Strade Bianche. C'est super sympa, puisque on est peut-être promis à une victoire en solitaire, et ça, c'est toujours quelque chose d'appréciable sur Strade Bianche. En plus, en attaquant à un endroit, allez, peut-être que les plus anciens sur la chaîne, ils se souviennent que ça ressemble à l'endroit où j'avais attaqué avec Julien Alaphilippe. Oui, mais c'était Julien Alaphilippe, c'est-à-dire le puncher ultime. Là, faire la diff à cet endroit-là avec Benoît, allez, je vais être franc, et sans fausse modestie, je trouve que c'est plutôt sympa, et je serais même limite plutôt content de mon coup, parce que c'était pas fait, et jamais en fait je pense que cette différence aurait pu se faire s'il n'y avait pas eu un gros durcissement de la course par l'intermédiaire, encore une fois, non pas du sacrifice de plusieurs équipiers, mais quasiment d'un seul. Et puis après, c'est vrai qu'il y a Matthews et Craig Anderson qui ont fait le boulot, comme on dit, pour permettre à Benoît d'arriver à piquer au moment où il le fallait, avec l'intensité dont on avait besoin. Donc ce moment vraiment capital, hein, vous avez Yates et Lopez, ça peut ne jamais revenir en fait, hein. Et s'il n'y a pas Craig Anderson pour ramener Benoît, honnêtement, s'il n'est pas là, je ne pense pas que la victoire est possible sur ces Strade Bianche, puisque je serai alors dans l'incapacité de placer une attaque qui puisse faire aussi mal que ça à Miguel Angel Lopez. Dès lors, on se serait retrouvé à deux, on se serait regardé, ça serait revenu derrière, et après, ça aurait été plus du tout la même course, alors que là, il y a ce petit départ au beau moment de Tish Benoît. Voilà, très bien. Encore une fois, les performances qu'on aura avec Benoît sont d'autant plus appréciables que ses notes sont moisies. Et donc, voilà, ça me remplit de satisfaction. On va aborder maintenant Milan-San Remo, voilà. Bye bye, très bien. Milan-San Remo, sur lequel pour moi il y a un énorme problème sur Pro Cycling Manager, et peut-être encore plus sur 2019 que sur 2018. Alors j'accepte l'excentricité de la World DB qui me met un tracé, vous savez, c'est celui où il y a la Pompeiana entre Cipressa et Poggio, où vous vous retrouvez en fait avec une troisième difficulté sur ce final. Pourquoi pas? Faut savoir que historiquement à Pompeiana, elle avait été prévue en 2014 sur le tracé de Milan-San Remo, puis pour des raisons de glissement de terrain, elle a jamais été maintenue, et au final après on est revenu sur un parcours plus traditionnel de la demande des participants notamment, et donc au final on l'a pas emprunté, mais là par contre dans la partie, tiens on est dedans là, on l'emprunte, savoir est-ce que ça peut avoir un impact ou pas. Toujours est-il que pour moi il y a un souci sur PCM, donc par rapport à même 2018,
sur Milan-San Remo, pour moi le souci majeur, c'est que l'IA joue trop pour les sprinters. Voilà. C'est une chose de jouer pour les sprinters intelligemment, éventuellement, mais la manière dont elle joue pour les sprinters, là-dessus, elle est juste loufoque. Parce que je pense qu'on est sur une ère maintenant de punchers qui font la différence dans le Poggio, à l'image de 2017, à l'image d'un Nibali qui part en 2018 en solo, mais après une petite lutte, souvenons-nous, entre certains punchers précisément qui avaient tenté leur chance, et 2019 aussi, où c'est quand même Julien Alaphilippe qui l'emporte sur un groupe qu'on peut quand même plutôt qualifier de globalement puncher, même s'il y a au milieu un Van Aert, un Nassen, etc. Donc ici, j'applique ma stratégie habituelle, donc pas de différence de gameplay par rapport à ce que je peux proposer juste avant sur les Strade Bianche, où j'ai quand même un petit peu varié par rapport à ce que je fais les autres fois. Non, là on est sur du très 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 grand classique, puisque justement, et là on est au cœur du problème, l'IA étant obsédée par le fait de mettre les sprinters vraiment aux avant-postes dans le Poggio. C'est comme ça que Viviani, bon ok, Cofidis on dira rien, non, le problème pour moi c'est pas tant Viviani que qu'il lâche, parce que c'est normal qu'il lâche à cet endroit-là. Ce qui est pas normal du tout, c'est que Deceuninck Quick-Step joue la carte Sam Bennett, alors qu'ils ont comme ça Julien Alaphilippe qui était aligné et qui avait tout pour suivre. Ne me dites pas que Julien Alaphilippe n'a pas les moyens de suivre Benoît et Greg Anderson sur le Poggio, c'est parce que sinon je vais mourir de rire en fait. Donc toujours voilà, problème de choix tactique, problème de gestion de course sur ce Milan-San Remo de la part de l'IA. J'en ai profité, ma foi, évidemment il y avait qu'à se baisser pour le ramasser, donc à partir de là on le prend, mais pareil, je pense que ma victoire juste avant sur Strade Bianche avait beaucoup plus de valeur que ne peut en avoir celle sur ce Milan-San Remo. On va maintenant aborder le début de la période des classiques flandriennes. J'ai zappé, vous l'aurez remarqué, j'ai zappé Tirreno, Paris-Nice. Je suis pas sur une partie habituelle, d'accord, c'est plus fantaisiste. Il y a des petits endroits du calendrier que je vais évincer et sur lesquels je passerai. Bon, début d'épisode suivant, je donnerai un petit résumé de qui a gagné en Catalogne, qui a gagné sur Paris-Nice, qui a gagné, etc., etc. Je peux déjà dire que Dumoulin, au terme d'une énorme empoignade, a gagné le Tour des Émirats Arabes Unis face au plus grand nom. Donc manifestement, tout s'était plus ou moins joué sur le CLM par équipe. Tiens voilà, victoire ici de Groenewegen sur les 3 jours de Bruges-La Panne. On parlait du Moulin juste avant, donc on reste chez Jumbo-Visma avec donc la victoire d'un pur sprinter sur les 3 jours de Bruges-La Panne. Il n'y a rien à dire, c'est parfait, tout ça est parfait. Le GP E3 à présent avec une équipe pour nous qui est pas on n'est pas vraiment prêt encore. On n'est pas vraiment prêt. Je pense que cette équipe là, Sunweb, sera beaucoup plus préparée d'après les choix que j'ai fait. Sera beaucoup plus préparée entre Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. Voilà, ce sera vraiment la période que je vais cibler avec tous mes gars. On a parfois tendance à se faire un poil lâcher. Il faut dire, il y avait comme ça le petit phénomène des secteurs pavés, ou même d'ailleurs des bosses, des côtes, des côtes. On est en Belgique, des côtes un petit peu violentes, courtes, sur lesquelles on peut se faire tasser parfois par le jeu. Donc c'était un petit peu le cas, mais d'abord le final sans trop de difficultés. Attention au Kreuzberg, on a une expérience très récente avec Astana qui était plutôt malheureuse là-dessus. J'avais eu mais j'en reparlerai dans une vidéo dédiée à du gameplay là encore par rapport au Tour des Flandres. J'avais comme ça eu petit comportement dramatique avec des bidons. Bref, on en reparlera parce que
c'est un sujet, pour le coup, si on veut un peu creuser sur PCM 2019, creuser certains aspects, on est quand même au plus de 6 mois de la sortie, au bout de la sortie du jeu. C'est peut-être le moment d'aller un peu au fond de certains trucs plutôt que continuer à dérouler comme si on venait de découvrir le jeu. Benoît a du mal mais s'accroche. Voilà, il y a beaucoup de mal. Matthews va tirer sa révérence dans très peu de temps et Craig Anderson, tiens, encore lui, va être chargé de remettre un petit peu sur le devant un Benoît qui s'accroche comme il le faut, qui consomme de la barre, hein, on va pas se mentir, hein. Mais Craig Anderson, il a super bien joué le coup puisque n'a pas été trop violent dans son effort et Benoît a pu comme ça ainsi s'accrocher. Tiens, Lutsenko échappé. Est-ce que l'échappée de Lutsenko peut aller au bout? Il semblerait qu'ils soient en train de se faire reprendre par le groupe Wout van Aert qui est juste devant. Benoît profite ici de la dernière difficulté majeure du jour et d'encore une petite qui arrive juste après pour reprendre un petit peu tout le monde et surtout tenter quelque chose. Au final, là, en effort curseur très intense, ce que je tente, c'est d'emmener avec moi quelques gars et voir si on pourrait pas essayer de se disputer la victoire à 3 ou 4. En l'occurrence ici, Lampart pour la Deceuninck Quick-Step, Wout van Aert pour Jumbo-Visma, ainsi que Sepp van Mark pour le compte de la Education First, alors que Sagan, Van Avermaet, Stuyven sont piégés par cette accélération, je dirais, de Benoît qui du coup se refait un petit peu la cerise dans la roue là, hein, j'avoue. Oliver Nassen aussi qui rebelle à l'arrière. Ok, est-ce que nous allons réussir à maintenir une certaine avance sur ce groupe prestigieux de poursuivants? Ah, il rentre. Mais une première différence avait été faite et quand ça met aussi longtemps à rentrer, ça veut dire qu'il y a quand même moyen d'aller peut-être... Ah tiens, d'ailleurs, Sepp van Mark l'a compris, d'aller peut-être s'échapper. Tiens, maintenant c'est au tour de Yves Lampart de le faire, donc je garde bien la roue de Wout van Aert parce que je pense que il est le seul à rouler, c'est normal, il y a le seul qui a encore de l'énergie, donc voilà, j'ai compris le message. Puisque Wout van Aert ne voulait plus rouler, ce qui est légitime, on va y aller. On va essayer de reprendre Van Mark et Lampart avec pour moi une roue un petit peu plus intéressante que les autres, malgré la présence de Stuyven, malgré la présence de Peter Sagan. La roue la plus intéressante pour moi est celle de Lampart, parce qu'il est à mon avis le plus frais de la bande, et c'est pour ça que je choisis en fait sa roue. Donc ça va être toujours intéressant de pouvoir arriver à choisir les bonnes roues, si j'ose dire. Et là, je vais commettre un petit péché. Un petit péché, alors qu'on voit que Benoît va prendre le dessus sur Stuyven. Péché, péché de jeunesse, péché d'orgueil, que sais-je. Il fallait garder la roue de Lampart un petit peu plus longtemps, à mon sens. Ça n'a pas été fait, du coup, on se fait déposer par Yves Lampart, donc victoire pour Deceuninck Quick-Step, mais jolie deuxième place au demeurant pour Tige Benoît. Elle est pas c'est pas nul, c'est pas nul, deuxième non plus sur GPE3. Début de saison plutôt correct. Ensuite, Gant-Wevel Game, alors c'est différent parce que sur Gant-Wevel Game, on ne pense pas du tout jouer une carte Benoît sur ce coup-là parce que il n'est pas assez développé au niveau de la résistance, mais surtout au niveau de l'endurance, au niveau même de l'accélération pour le final, là où il y a parfois des roues à tenir, pour que le final se joue entre Flandriens, je veux dire par là. Je reste donc sur quelque chose de classique, pour le coup, sans excentricité. C'est joue le coup pour Michael Matthews. Évidemment, il y a Kemmelberg, avec auparavant quelques petites difficultés, mais faut pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire. Gant-Wevel Game, là, dans cette config là, dans cette partie là, à ce stade là, ça se joue au sprint, point. Et donc voilà, c'est pas moi qui vais arriver à révolutionner le truc. Tiens, on est toujours dans d'ailleurs le fait que l'IA a tendance à bien jouer la carte des sprinters.
globalement, dès que c'est possible. J'ai en mémoire aussi, vous vous souvenez, un championnat du monde avec Van Der Poel sur parcours Valkenburg 2012, c'est ça. Il y a un petit championnat du monde où on avait eu comme ça la surprise sur un parcours très difficile et vallonné de voir qu'en fait les Alaphilippe et compagnie avaient été totalement dominés par Gaviria, Groenewegen, Arnaud Démare, etc., etc. Ce qui était déjà une forte surprise à l'époque, mais j'avais pas de recul sur le jeu où c'est tendu cette arrivée. C'est tendu et ça va rester dans le giron de Koenig Quick-Step qui va comme ça réaliser un joli doublé entre GPE3 et Gant Wevel Game, puisque c'est Fabio Jakobsen qui va s'imposer. Voilà, on continuera les courses à l'épisode prochain. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui peuvent être sympas à partie. Il y a ce fameux Van Wilder aussi. Il y a toujours continué à essayer de tester les différences éventuelles de gameplay parce que je prétends qu'il y en a entre 2019 et 2018. Et puis je prépare aussi une vidéo un petit peu particulière sur les évolutions des notes des coureurs liées au type d'entraînement et l'efficacité réelle de certains types d'entraînement à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça va pouvoir enrichir ma bibliothèque d'exemples. Voilà, je prépare ça. Ça fait pas mal de temps que je l'ai en préparation, mais je trouvais que je manquais encore un petit peu de recul pour pouvoir vraiment sortir quelque chose qui ait du fond. C'est pour ça qu'il me fallait encore un peu de matière. C'est aussi donc pour ça que cette partie avec Sunweb existe. Elle existera d'une manière qui lui sera propre. Vous découvrirez, je ne vais pas tout dire à l'avance, c'est pas rigolo. Et je vous dis plutôt à bientôt pour un nouvel épisode de Sauvons le soldat Benoît ou autre chose dans pas trop longtemps. Bye bye et à l'année prochaine.